Scellés pendant des siècles intacts et préservés, les tombeaux sont censés être des lieux de repos éternels. Mais que se passe-t-il lorsqu'on les ouvre? Certaines révèlent d'étranges vestiges de civilisations oubliées, tandis que d'autres exposent des secrets que personne n'aurait dû découvrir. Imaginez-vous pénétrer dans une crypte en Italie et vous retrouver nez à nez avec des rangées de corps étrangement conservés. Quels autres spectacles glaçants se cachent sous la terre? Rejoignez-nous, découvrons ensemble les choses les plus terrifiantes jamais trouvées dans des tombeaux. Sommes-nous face aux traces d'un épisode oublié de l'histoire de l'humanité? Je le crois. Je pense que c'est ce qui se passe ici. Numéro 11. Le tombeau de Gilgamesh. Tout a commencé comme une fouille ordinaire. Puis l'histoire a disparu, tout comme ceux qui l'ont découverte. En 2003, une équipe d'archéologues allemands travaillant en Irak a mis au jour quelque chose d'étonnant qu'ils pensaient être le tombeau perdu du roi Gilgamesh. Gilgamesh est la figure centrale de l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres écrites de l'histoire de l'humanité. Pendant des années, les historiens ont débattu de son existence réelle ou de sa nature légendaire. L'épopée le décrit comme un géant de plus de 5 mètres, mi-homme, mi-déesse mésopotamienne. Nombreux furent ceux qui le considérèrent comme un pur mythe, mais Jörg Fassbinder et son équipe utilisèrent des technologies modernes pour scanner le sous-sol désertique et leurs découvertes changèrent la donne. Enfouie sous le sable se trouvait une cité antique entière, correspondant parfaitement aux descriptions de l'épopée. On y trouvait des maisons, des jardins, des champs et un système de canaux sophistiqué. Plus intriguant encore, l'agencement suggérait un tombeau étrangement similaire à celui décrit dans le texte antique. S'agissait-il réellement de la sépulture d'un roi que l'on croyait légendaire? Si oui, qui trouverait-on? Cette découverte avait le potentiel de réécrire l'histoire. Les scientifiques étaient enthousiastes, espérant percer les mystères de l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité. Mais la découverte du tombeau fut aussi soudaine qu'éphémère. Quelques semaines après la mise au jour du site, l'invasion américaine de l'Irak débuta. Le pays sombra dans le chaos et l'équipe de Fassbender fut contrainte de partir. Ce qui aurait pu être l'une des plus grandes découvertes archéologiques devint soudainement inaccessible. C'est alors que la situation prit une tournure encore plus étrange. Tandis que les forces américaines pénétraient en Irak, des rumeurs circulaient selon lesquelles l'armée avait établi une base à proximité immédiate du site de Gilgamesh. Des journalistes, notamment ceux d'ABC News et de la BBC, furent parmi les premiers à relayer l'information. Mais peu après, l'affaire tomba dans l'oubli. Les reportages sur le tombeau furent retirés des ondes et les scientifiques furent rapatriés. Puis, des témoignages d'habitants locaux affirmèrent avoir vu des soldats américains fouiller le site. Que cherchaient-ils exactement? S'agissait-il d'une simple fouille ou avaient-ils découvert quelque chose qu'ils voulaient cacher au monde entier? À ce jour, aucune explication officielle n'a été fournie. Le site demeure en territoire militaire et le mystère du tombeau de Gilgamesh reste entier. Si l'épopée disait vrai au sujet du tombeau, pouvait-elle dire vrai sur un autre point? Se pourrait-il qu'un objet enfoui avec Gilgamesh ait rendu la découverte trop importante pour être partagée avec le monde? Nul ne le sait avec certitude. Mais une chose est sûre, ce qui avait commencé comme une découverte capitale s'est rapidement transformé en un mystère qui restera peut-être à jamais irrésolu. Numéro 10. Première preuve de mortalité gémellaire. Des fouilles étaient menées près d'une ancienne voie ferrée en Russie lorsqu'ils firent une découverte inattendue. C'était en 1997, et des ouvriers mirent au jour un site funéraire datant de 7000 à 8000 ans. À l'intérieur se trouvaient les restes d'au moins 100 personnes. Une telle découverte était rare. La plupart des chasseurs-cueilleurs n'enterraient pas leurs morts au même endroit. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inhabituel. Parmi les squelettes, les chercheurs trouvèrent une femme décédée en couches. Ce seul fait était déjà intéressant, mais la suite fut encore plus surprenante. Entre ses jambes se trouvaient les minuscules ossements d'un nourrisson. Au premier abord, rien ne semblait anormal. Puis, en étudiant les restes, ils réalisèrent quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas seulement 2 petits bras, mais 4. 4 jambes. 2 crânes. Ce n'était pas un seul bébé. Elle portait des jumeaux. Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir du plus ancien cas connu de jumeaux dans l'histoire. Ce pourrait également être la plus ancienne preuve de décès causée par un accouchement dystocique. Numéro 9. Le massacre de Košice. Un village paisible, une journée ordinaire, puis une violence soudaine et brutale. C'est ce que les chercheurs pensent s'être produit près du village polonais de Košice il y a environ 5000 ans. En 2011, des archéologues ont mis au jour une fosse commune qui semblait au premier abord être un massacre antique, de plus.
Mais en y regardant de plus près, les experts ont découvert quelque chose d'inhabituel. La fosse contenait les restes de 15 personnes, des hommes, des femmes et des enfants, tous tués par des coups portés au crâne. Mais contrairement à la plupart des sépultures collectives de cette époque, ces corps n'ont visiblement pas été jetés négligemment. Ils semblaient avoir été déposés avec respect. Chacune des 4 mères a été enterrée auprès de ses enfants. Des objets funéraires étaient soigneusement disposés autour d'elles. Celui ou celle qui les a inhumés savait exactement de qui il s'agissait. Des tests ADN ont confirmé que les victimes appartenaient toutes à la même famille élargie. La plupart des hommes manquaient à l'appel à l'exception de quelques-uns très jeunes ou très âgés. Ce détail a inspiré une théorie aux chercheurs. Les hommes les plus robustes, probablement les pères, étaient sans doute partis pour la journée. Peut-être étaient-ils à la chasse ou au commerce. Quelle qu'en soit la raison, leur absence a offert aux assaillants une occasion en or. À leur retour, les hommes ont découvert un véritable cauchemar. Leur famille avait disparu et leur village était détruit. Mais la question principale demeure, pourquoi cela s'est-il produit? La véritable raison restera peut-être à jamais un mystère. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un conflit violent. Ce groupe appartenait à la culture des amphores globulaires, alors en conflit avec celle de la culture de la céramique cordée. Ce qui rend cette tombe si particulière, ce n'est pas seulement la brutalité de l'attaque, mais aussi le soin apporté à l'inhumation. Quelqu'un est revenu pour s'assurer que ses mères et leurs enfants reposent dignement. Même après une fin si violente, ils n'ont pas été oubliés. Numéro 8. Les ossements de la chamane. Il y a 12 000 ans, une femme respectée décéda. Après des funérailles soigneusement préparées, son corps fut inhumé dans une grotte profonde. La femme avait environ 45 ans. Ses restes furent découverts dans la grotte d'Ilazon Tactide, dans le nord d'Israël, en 2005. Dans cette même grotte, les archéologues mirent au jour 28 autres squelettes, mais les siens se distinguaient nettement. De nombreux experts pensent qu'elle exerçait la fonction de chamane. Cette hypothèse est née de la présence de nombreux ossements d'animaux à proximité de sa dépouille. On disait que les chamanes pouvaient communiquer avec les esprits animaux. Cette croyance faisait d'elle l'une des personnes les plus importantes de sa tribu. Après des années de recherches minutieuses, des experts ont pu reconstituer le rituel funéraire. Ils ont examiné des objets inhabituels et des restes d'animaux trouvés sur le lieu de sépulture pour comprendre chaque étape de la cérémonie. Ils ont expliqué qu'elle avait reçu des funérailles en 6 étapes. Le rituel commençait par la préparation de sa tombe dans la grotte. L'espace était ensuite décoré de restes d'animaux et d'autres objets. Chaque étape du processus était importante et avait une signification pour ceux qui l'accomplissaient. Au moment de son inhumation, son corps, qui mesurait environ 1,45 m, a été placé avec grand soin dans une fosse. Cette fosse était ornée de divers éléments, sédiments, coquillages et carapaces de tortues. Les couches contenaient également de la craie et des noyaux de cornes de gazelle. Autour et au-dessus de son corps, les experts ont trouvé des ossements de plusieurs animaux. Parmi ces objets figuraient des crânes de martre, une queue de vache sauvage, un avant-bras de sanglier, un bassin de léopard, une aile d'aigle et même un pied humain. On y a également trouvé une importante collection de carapaces de tortues, 86 au total. Ces carapaces faisaient partie d'un repas rituel. Les experts estiment que lors de ce repas, les participants aux funérailles ont consommé une grande quantité de viande, environ 25 kilos au total. Les carapaces représentaient les animaux consommés au cours de la célébration. Enfin, une fois tous les rituels accomplis, une pierre a été placée pour la séparer des autres corps dans la grotte. Numéro 7. L'homme-oiseau. Imaginez être enterré avec un collier entièrement fait de becs et de crânes d'oiseaux. C'est précisément ce que des archéologues ont découvert en 2019 lors de la mise au jour d'une tombe dans la région de Novosibirsk, en Sibérie. Le squelette, vieux d'environ 5000 ans, datait de l'âge du bronze. La Sibérie a révélé de nombreuses sépultures anciennes, mais celle-ci était exceptionnelle. Les restes de cet homme ont été découverts avec un vêtement jamais vu auparavant, un collier composé d'une 50aine de crânes et de becs d'oiseaux. C'est ce qui lui a valu le surnom d'homme-oiseau. Les experts ignoraient sa signification. Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'une armure destinée à protéger sa poitrine. D'autres supposaient qu'il faisait partie d'un rituel. Peut-être même était-ce un choix de mode. Il était également possible que le collier n'ait pas été porté de cette façon. Il aurait pu s'agir d'une coiffe. Mais l'homme-oiseau n'était pas seul. À proximité, les archéologues ont découvert une autre tombe avec une cloison en bois à l'intérieur.
La partie supérieure contenait les restes de 2 enfants âgés d'environ 5 et 10 ans au moment de leur décès. La partie inférieure renfermait un homme dont le visage était recouvert d'un masque de bronze. Ce détail ajoutait au mystère. Le masque et le collier d'oiseau étaient déjà inhabituels en soi, mais leur présence dans le même site funéraire soulevait des questions. Certains experts pensent que ces 2 hommes étaient peut-être des chamans, des personnes occupant des fonctions spirituelles particulières au sein de leur communauté. Si cette hypothèse se confirme, cette découverte pourrait révéler des informations importantes sur les croyances et les rituels antiques. Numéro 6. Ossements de nouveau-nés. Les archéologues ne savent jamais ce qu'ils vont trouver en creusant. Mais en 1988, une équipe à Ashkelon, en Israël, a mis au jour une découverte troublante, une fosse remplie de squelettes de nourrissons. La découverte a été faite dans un ancien égout, sous des termes romains, près de la côte méditerranéenne. Au départ, les chercheurs ont cru qu'il s'agissait de minuscules ossements d'animaux, peut-être de poulets. Mais en examinant les restes de plus près, la vérité est apparue. Ce qu'ils ont découvert était une fosse commune contenant les ossements de près d'une centaine de nouveau-nés. Les analyses ont révélé que tous ces bébés étaient décédés durant leur première semaine de vie. Ils n'étaient ni malades, ni atteints de malformations congénitales. Quelqu'un les avait abandonnés dans les égouts probablement juste après leur naissance. Sans sépulture, sans soins, simplement jetés là. Un détail choquant est apparu grâce aux tests ADN. La plupart des nourrissons étaient des garçons. Dans de nombreuses cultures anciennes, les enfants mâles étaient considérés comme plus précieux, ce qui rend cette découverte d'autant plus étrange. Si les garçons étaient généralement préférés, pourquoi tant d'entre eux ont-ils été abandonnés ici? Une théorie suggère qu'il s'agissait des enfants de prostituées travaillant dans les bains publics situés au-dessus. Il est possible que ces femmes se soient senties contraintes de se débarrasser de leurs nouveau-nés. Peut-être y ont-elles été forcées. Peut-être pensaient-elles ne pas pouvoir les élever. Mais même dans ce cas, pourquoi les filles ont-elles été apparemment épargnées? Certains historiens ont suggéré qu'ils auraient pu être gardés en vie et élevés pour travailler dans les thermes. Dans la Rome antique, les bébés n'étaient pas considérés comme pleinement humains dès leur naissance. Un nouveau-né n'était officiellement intégré à la famille qu'après une cérémonie de baptême, environ 1 semaine après sa naissance. Jusque-là, la vie d'un nourrisson était considérée comme jetable. Si un enfant était non désiré, il n'y avait aucune punition pour s'en débarrasser. Cette croyance cruelle explique peut-être pourquoi tant de nouveau-nés étaient jetés dans les égouts sans hésitation. Mais même en tenant compte de cela, la découverte d'autant de minuscules ossements au même endroit reste difficile à comprendre. Passons maintenant à la sélection du jour pour nos abonnés. Cette image semble tout droit sortie d'un cauchemar. À gauche, une foule immense de silhouettes chauves, toutes tournées vers une imposante structure de pierre. La disposition de leurs têtes donne l'impression qu'elles font partie d'un événement ancien et pas dans le bon sens du terme. On dirait presque un rituel oublié, quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. À droite, c'est encore plus macabre. 2 soldats sont assis dans une grotte obscure, fixant du regard une chose qui ne devrait pas exister. Une silhouette squelettique, aux cornes tordues et aux bras tendus figés dans le temps. Serait-ce un être surnaturel, le gardien d'une civilisation disparue? Quoi qu'il en soit, ce serait sans doute l'une des choses les plus terrifiantes que l'on puisse trouver dans un tombeau. On se demande alors, que cache encore la terre attendant d'être découverte? Et si cette chose a été enfermée, était-ce pour empêcher les gens d'y entrer ou pour la garder prisonnière? Qu'en pensez-vous? Oseriez-vous explorer un tombeau caché en sachant qu'une telle chose pourrait s'y trouver? Numéro 5. Le vampire vénitien. Certaines tombes renferment bien plus que de simples ossements. Elles recèlent la peur, la superstition et de sombres croyances. En 2006, des archéologues ont découvert sur l'île vénitienne de Lazzaretto Nuovo la dépouille d'une femme dans une fosse commune, le corps maculé d'un masque de peste. Un détail étrange la concernant. Une brique avait été enfoncée dans sa bouche. Il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une pratique funéraire aléatoire, mais bien d'un signe de peur. Au XVIe siècle, alors que la peste décimait des communautés entières, la population ne craignait pas seulement la maladie, mais aussi la peste. Et ce qui suivit. Certains croyaient que les morts pouvaient revenir sous forme de vampires, propageant la maladie même après leur enterrement. Et cette femme, on pensait qu'elle était l'une d'entre eux. À l'époque, la vue des corps en décomposition ne faisait qu'attiser la peur. Les cadavres gonflaient, du sang coulait de leur bouche, et pour les villageois terrifiés, on aurait dit qu'ils avaient festoyé dans leur tombe. Ces mangeurs de linceul, comme on les appelait, étaient censés ronger leur linceul et ressusciter.
La solution, leur enfoncer un objet comme une brique dans la bouche pour les arrêter. L'état de la dépouille de cette femme montre jusqu'où les gens étaient prêts à aller sous l'emprise de la peur. Au lieu de voir la maladie pour ce qu'elle était, ils blâmaient le surnaturel. La science et la médecine n'étaient pas assez avancées pour expliquer les horreurs de la peste, alors ils se tournèrent vers le folklore. Cette prétendue vampire vénitienne n'était probablement qu'une victime de la peste de plus, mais dans la mort, elle devint quelque chose de plus. Numéro 4. La momie hurlante. Les archéologues pensaient avoir tout vu, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils découvrirent dans un tombeau près de Luxor, en Égypte. En 1935, une équipe du Metropolitan Museum de New York fouillait la sépulture de Senmout, un architecte au service de la pharaone Hatshepsut. Dans la chambre funéraire de sa mère, ils mirent au jour une autre momie dont l'aspect était particulièrement troublant. La femme, coiffée d'une perruque noire et ornée de 2 anneaux en forme de scarabée, arborait une expression figée dans une agonie qui semblait éternelle. On la surnomma la femme hurlante. Son visage déformé par une souffrance silencieuse souleva d'innombrables questions. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle été enterrée là? Et surtout, qu'est-ce qui avait pu provoquer cette expression si angoissante? Pendant des décennies, le mystère demeura entier. Mais grâce aux technologies modernes, les chercheurs commencèrent enfin à reconstituer son histoire. Des analyses et des études microscopiques révélèrent un fait inhabituel. Il est possible que cette femme ait souffert d'une réaction musculaire rare au moment de son décès, ce qui aurait provoqué la rigidité cadavérique particulièrement horrible de ses muscles faciaux. La rigidité cadavérique était une hypothèse, mais un autre phénomène, le spasme cadavérique, pourrait également en être la cause. Il s'agit d'un phénomène rare qui survient lors d'un stress ou d'un traumatisme extrême juste avant la mort. Les scientifiques ont pu en apprendre davantage sur elle que les seules circonstances de son décès. Une dissection virtuelle a révélé qu'elle avait environ... Contrairement à la plupart des momies du Nouvel Empire, ses organes n'avaient pas été retirés. Habituellement, les embaumeurs prélevaient tous les organes à l'exception du cœur. Or, elle possédait encore son cerveau, ses poumons, son foie, ses reins et même ses intestins. Aucune incision ne laissait supposer qu'ils avaient été extraits. Ce détail à lui seul la rendait unique. Au premier abord, cela pourrait sembler le signe d'un enterrement précipité ou négligent, mais le reste des découvertes a révélé une toute autre histoire. La personne qui a préparé son corps a utilisé des matériaux de grande qualité. Sa peau avait été traitée avec des substances coûteuses comme le genévrier et l'encens des luxe, réservés aux personnes riches et influentes. De ce fait, les chercheurs se sont retrouvés face à une dernière énigme. Si elle avait été enterrée avec autant de soin, pourquoi sa bouche était-elle restée ouverte? Normalement, les embaumeurs referment la mâchoire pour éviter toute déformation du visage. Or, elle était laissée dans une position qui donnait l'impression qu'elle était morte en hurlant. Était-ce un accident, une étape oubliée? Ou bien sa mort et son enterrement cachaient-ils quelque chose de plus profond? Son identité demeure inconnue et les circonstances de sa mort restent un mystère. Mais une chose est sûre, 3500 ans plus tard, son visage continue de raconter une histoire, même si personne n'en connaît la signification exacte. Numéro 3. Les enfants de Lula Ilaico. Au sommet d'un volcan argentin, des archéologues ont fait une découverte troublante en 1999. Près du sommet du Lula Ilaico, à plus de 6700 mètres d'altitude, ils ont mis au jour les corps momifiés de 3 enfants, inhumés dans un sanctuaire. Il s'agissait des restes d'une jeune fille de 13 ans et de 2 enfants plus jeunes, un garçon et une fille âgés d'environ 4 ou 5 ans. Les analyses ont révélé qu'ils avaient été enterrés il y a environ 500 ans, à l'apogée de l'Empire Inca. Leur mort n'était pas naturelle, mais ils avaient été sacrifiés lors d'un rituel appelé Capacocha. Les chercheurs ont été stupéfaits par l'état de conservation des momies. Leur corps était si bien préservé que certains experts ont comparé leur apparence à celle d'enfants qui venaient de s'endormir. Leur peau, leurs cheveux et même leurs vêtements étaient restés quasiment intacts. Pour en savoir plus, les scientifiques ont analysé leurs cheveux. Des traces d'alcool et de feuilles de coca, la même plante que celle utilisée pour fabriquer la cocaïne, ont été découvertes. Ces substances étaient considérées comme sacrées par les Incas et généralement réservées à l'élite. Elles étaient également utilisées lors de cérémonies importantes. La jeune fille, surnommée la Vierge Lula Ilaico, a livré le plus d'indices. Ses longs cheveux ont permis de retracer sa dernière année. Environ 12 mois avant sa mort, sa consommation de coca a fortement augmenté.
Les experts pensent que c'est à ce moment-là qu'elle a été choisie pour le sacrifice. Son alimentation a également changé. Auparavant, elle suivait un régime simple à base de pommes de terre courant chez les paysans, mais une fois sélectionnée, on lui a donné des aliments plus riches comme de la viande et du maïs, généralement consommés par la noblesse. Les historiens expliquent que les Incas employaient des personnes chargées de rechercher de jeunes filles à enlever à leur famille. Ils privilégiaient souvent celles considérées comme belles ou exceptionnelles. Ces jeunes filles étaient ensuite amenées dans la capitale de l'Empire, où elles étaient préparées pour des rituels comme le Capacocha. Dans les mois précédant sa mort, la Vierge Lulailako a consommé de plus en plus d'alcool. Durant les dernières semaines, la quantité d'alcool était si élevée que les experts pensent qu'elle était fortement sédatée lorsqu'elle a été transportée à la montagne. On suppose qu'après avoir été placée dans le tombeau, la combinaison d'alcool de haute altitude et de froid extrême l'a fait perdre connaissance avant son décès. Aujourd'hui, les momies sont conservées au musée d'archéologie de haute altitude de Salta, en Argentine. Elles comptent parmi les momies incas les mieux conservées jamais découvertes. Numéro 2. Les catacombes des Capucins de Palerme. Sous les rues de Palerme se trouve un lieu où le temps semble s'être arrêté. Parcourez ces couloirs obscurs et vous découvrirez des rangées de corps silencieux vêtus de vêtements d'antan. Certains semblent prêts à se réveiller à tout moment. Les catacombes des Capucins de Palerme abritent des milliers de corps embaumés. Situé en Sicile, en Italie, ce site funéraire souterrain est devenu une attraction touristique insolite et un témoignage historique important. Tout a commencé à la fin du XVe siècle, lorsque le monastère des Capucins se retrouva à court de place dans son cimetière. Les moines entreprirent alors de creuser sous leurs bâtiments, créant un réseau de cryptes. En 1599, ils momifièrent l'un des leurs, frère Silvestro de Gubbio, et l'y inhumèrent. Le procédé de momification était inhabituel. Ils utilisèrent de l'azote liquide pour préserver. Les corps étaient desséchés sur des claies en céramique profondément enfouies dans les catacombes. Certains étaient ensuite lavés au vinaigre. D'autres étaient embaumés ou placés dans des vitrines. Les frères étaient laissés dans leurs robes, parfois même avec les cordes qu'ils portaient lors de leurs pratiques religieuses. Au début, seuls les moines étaient autorisés à y être enterrés. Avec le temps, reposer dans les catacombes devint un signe de richesse et de statut social. On laissait des instructions dans son testament demandant à être vêtu de certaines tenues, voire à ce que ses vêtements soient changés régulièrement après la mort. Les prêtres étaient enterrés en habits de cérémonie, tandis que les autres portaient des vêtements reflétant la mode de leur époque. Les familles venaient se recueillir, prier et s'assurer que leurs proches soient toujours présentables. L'entretien des catacombes dépendait des dons. Chaque nouveau corps était placé dans une niche temporaire avant d'être déplacé vers un emplacement définitif. Tant que les familles continuaient à payer, le corps restait à sa place. Si les paiements cessaient, la dépouille était déplacée sur une étagère jusqu'à la reprise des dons. Aujourd'hui, environ 8000 corps reposent dans les catacombes. Le long des murs, on trouve 1252 momies, certaines figées dans le temps. Les salles sont divisées en sections hommes, femmes, enfants, prêtres, moines et même professions libérales. Certains corps sont mieux conservés que d'autres. Certains ont encore des traits du visage détaillés, tandis que d'autres ne sont plus que des squelettes recouverts de vêtements. En 1871, frère Ricardo fut le dernier moine à y être enterré. Même après cela, quelques personnalités y furent inhumées. Officiellement fermées en 1880, les catacombes des Capucins continuèrent d'attirer les visiteurs. Les dernières inhumations eurent lieu au début du XXe siècle. Parmi les plus célèbres figurent Rosalia Lombardo, une fillette de presque 2 ans dont le corps est incroyablement bien conservé. Grâce à une technique d'embaumement spéciale mise au point par le professeur Alfredo Salafia, elle semble simplement dormir. Déambuler dans les catacombes, c'est comme faire un bond dans le passé. L'air frais et confiné, la lumière tamisée et les silhouettes immobiles alignées contre les murs créent une atmosphère étrange. Les catacombes des Capucins demeurent un témoignage fascinant et poignant de l'histoire de Palerme. Numéro 1. Certaines découvertes sont le fruit du hasard et celle-ci ne fit pas exception. En 1974, un groupe de paysans chinois creusait un puits lorsqu'ils mirent au jour des figurines en céramique enfouies sous terre. Ils étaient loin d'imaginer que leur pelle venait de révéler l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Ce qui n'était au départ qu'un simple puits devint rapidement un phénomène national. Les archéologues arrivèrent et mirent au jour 3 immenses chambres souterraines remplies des vestiges brisés de guerriers en terre cuite grandeur nature. Il ne s'agissait pas de statues ordinaires. Chaque figure était sculptée avec un souci du détail remarquable,
de l'armure aux expressions du visage, et certaines portaient encore des traces de leur peinture d'origine lors de leur exhumation. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant, mais ce n'était que le début. Les guerriers ne représentaient qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste, le immense complexe funéraire du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. À mesure que le site était fouillé, l'ampleur de la découverte se précisait. Près de 7000 statues en terre cuite avaient été enterrées aux côtés de l'empereur, peut-être même 8000. Outre les soldats, on y trouvait également des chevaux, des chars de guerre, des dignitaires, des artistes et même des acrobates. Tout semblait avoir été placé là pour servir l'empereur dans l'au-delà, comme ce fut le cas de son vivant. Le règne de Qin Shi Huang fut aussi ambitieux que ses projets funéraires. Il unifia la Chine, fit construire des routes, uniformisa la monnaie et entreprit même la construction de ce qui allait devenir la Grande Muraille. Mais malgré tous ces accomplissements, il craignait une chose par-dessus tout, la mort. Son obsession pour l'immortalité le poussa à rechercher un élixir légendaire censé lui conférer la vie éternelle. Il envoya des expéditions à la recherche d'une montagne mythique où, disait-on, vivaient des immortels, espérant y trouver le secret pour vaincre la mort. Mais sa quête ne s'arrêta pas aux légendes antiques. Il prit les choses en main, consommant régulièrement un élixir censé prolonger sa vie. Le problème, il contenait du mercure. Les historiens pensent que ce prétendu remède est ce qui causa finalement sa perte. L'empoisonnement au mercure aurait lentement détruit son système nerveux, provoquant de graves lésions cérébrales et organiques. Au lieu d'accéder à l'immortalité, l'empereur a peut-être sans le savoir raccourci sa propre vie. Après sa mort, Qin Shi Huang fut inhumé dans un mausolée grandiose, accédant ainsi à l'immortalité. L'empereur a peut-être sans le savoir raccourci sa propre vie. Ce mausolée, projet colossal, initié dès son accession au trône, se situe dans l'actuel Xi'an. Sa construction dura 38 ans et mobilisa 700 000 ouvriers. L'élément central du site est un tumulus funéraire de 76 mètres de haut en forme de pyramide tronquée. L'érosion l'a réduit à 47 mètres au fil du temps, mais la structure demeure un mystère. Contrairement aux fosses remplies de guerriers en terre cuite, le tombeau de l'empereur n'a jamais été ouvert. Les archéologues hésitent à fouiller la chambre funéraire sous le tumulus, craignant non seulement d'endommager la structure, mais aussi son contenu. Exposée à l'air, elle pourrait subir des variations de température et d'humidité qui entraîneraient une décomposition rapide. Bactéries, champignons et polluants pourraient détruire des artefacts scellés depuis plus de 2000 ans. Pour l'instant, le tombeau demeure intact, ses secrets toujours enfouis sous terre. Que renferme-t-il? Des trésors précieux, d'autres statues, ou quelque chose d'encore plus inattendu, jusqu'au jour où il sera enfin exploré? Le lieu de repos final du premier empereur de Chine restera l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.